À Ouagadougou, l'aube s'est levée sur une décision qui a traversé les continents. Le capitaine Ibrahim Traoré a ordonné à la CIA de quitter le Burkina Faso, rompant des décennies de coopération travestie en dépendance. Comment un État de 20 millions d'habitants a-t-il pu forcer le départ d'une puissance qui prétendait protéger mais surveiller? Cette question aujourd'hui concerne tout un continent. Car si Ibrahim Traoré ose dire non au nom de la souveraineté, alors chaque nation africaine doit se demander: jusqu'où accepterons-nous que la sécurité serve d'alibi au contrôle? Ce n'était pas une provocation isolée, mais une promesse publique: rendre au peuple burkinabé le droit de décider sans permission étrangère. Dès les premières heures, Ibrahim Traoré a lié sa parole à une idée simple: la souveraineté n'a de sens que si elle se traduit dans la vie quotidienne. Le bénéfice annoncé était clair: 10 mots pour résumer un siècle de lutte: dignité contre dépendance, justice contre soumission. Mais cette promesse cachait un prix élevé: aide suspendue, menaces de sanctions, isolement diplomatique. L'équation semblait impossible: résister sans s'effondrer. C'est là que réside l'enjeu. Le Burkina Faso peut-il prouver qu'un petit État africain au PIB modeste peut survivre à la perte d'un allié géant? Et plus encore, cette audace peut-elle devenir un précédent pour le Sahel, une démonstration que la force ne se mesure plus en dollars, mais en courage politique? Un fil de curiosité s'installe. Derrière le symbole, quelle mécanique réelle a conduit Ibrahim Traoré à cette rupture? La révélation n'est pas venue de rapports étrangers, mais de murmures locaux devenus preuves, de chiffres. D'abord, on fissurait le récit officiel: plus de 150 millions de dollars d'aide américaine en 2023 et 0 kilowatt nouveau dans les villages alentours. La disproportion révélait l'ombre. Lorsque Ibrahim Traoré a ordonné une enquête, les inspecteurs ont découvert ce que peut imaginer, sous un centre dit de sécurité, un réseau complet de surveillance opéré, indépendant des lois nationales. Les documents saisis décrivaient des incendies et des antennes, capables d'intercepter des milliers d'appels quotidiens, des drones équipés pour cartographier les mines d'or et d'uranium, des serveurs reliés à Washington. Ce qui devait protéger le pays enregistrait en silence les voix de ses propres citoyens. Les villageois parlaient de routes bolides barrées, de terres clôturées, de silhouettes pesant, observant sans parler. La coopération s'était changée en contrôle. Face à ces découvertes, la présidence a compris que le partenariat n'était qu'une façade technologique d'un vieux système de tutelle. Le mot souveraineté cessait d'être conceptuel, il devenait urgence. Ibrahim Traoré, en exposant les preuves, n'a pas seulement accusé une agence, il a confronté un modèle, celui qui fait de l'Afrique un espace de données et de matières premières, mais rarement de décisions. Ce mini-révélateur a bouleversé la hiérarchie des certitudes. Les analystes de la région ont dû admettre que l'affaire dépassait le Burkina Faso. Si un seul pays pouvait révéler un tel dispositif, combien d'autres abritaient sans le savoir des réseaux semblables? Les marchés se sont tendus, les chancelleries ont réagi avec prudence. Et pourtant, à Ouagadougou, quelque chose avait changé. La peur avait basculé de camp, car la vérité, une fois prononcée devant la nation, ne se retire pas. Le pays venait d'ouvrir un chapitre que personne n'osait écrire, celui où la transparence devient l'arme des faibles. Dans les jours qui ont suivi la révélation, Ibrahim Traoré n'a pas disparu derrière les murs du palais. Il a choisi d'affronter la foule, d'expliquer directement ce que d'autres auraient dissimulé. Sous le soleil d'Ouagadougou, il a brandi les photos du site, les rapports techniques, les cartes marquées du sceau américain. Les preuves étaient là, tangibles. Autour de lui, les visages reflétaient un mélange d'incrédulité et de fierté. Des enseignants, des commerçants, des soldats, tous découvraient pas que leur pays avait été observé, cartographié, mesuré à son insu. La colère, d'abord sourde, s'est muée en calme déterminé. Plus personne ne voulait d'accord signé dans l'ombre. Cette posture de transparence a agi comme un signal. Si le président parlait vrai, alors chacun pouvait parler à son tour. Les radios communautaires ont ouvert leurs antennes. Les étudiants ont organisé des débats sur la souveraineté numérique.
Les agriculteurs ont écrit des pétitions pour récupérer leurs terres clôturées. L'acte politique s'était transformé en acte social, mais ce courage avait aussi un prix immédiat. Les ambassades se taisaient. Les bailleurs suspendaient des fonds, les diplomates multipliaient les réunions discrètes. On murmurait que des représailles étaient prêtes, que le pays serait isolé. Pourtant, rien ne freina la détermination d'Ibrahim Traoré. Aide avec chaîne n'est pas aide, c'est rançon, répéta-t-il publiquement. Le Burkina Faso venait d'échanger la peur contre la responsabilité. Et dans ce basculement, un nouveau centre de gravité politique prenait forme. Celui où la souveraineté ne se quémande plus, elle se démontre. Tout a commencé dans une salle étroite du Conseil de sécurité nationale, un matin où le vent du Sahel portait déjà un parfum de rupture. Les ministres savaient que la décision serait irréversible. Expulser la CIA, c'était rompre un fil diplomatique tissé depuis 30 ans. Mais Ibrahim Traoré ne vacilla pas. Il rappela que l'État burkinabé ne pouvait se dire souverain tout en tolérant un pouvoir parallèle sur son propre sol. Le ton était donné. La patience avait pris fin. L'ordre officiel fut transmis en moins d'1 heure. Les antennes furent bien misées sous scellé, les agents convoqués, les dossiers sécurisés. Dans les ruelles d'Ouagadougou, la nouvelle se propagea comme une onde électrique. Les Américains doivent partir. Les Américains doivent partir. Les marchés se figèrent. Les conversations s'interrompirent. Puis vinrent les cris de surprise mêlés à un sentiment d'incrédulité fière. À Washington, les premières réactions furent prudentes, presque choquées. Des communiqués diplomatiques évoquaient une réévaluation de la coopération sécuritaire. Derrière cette formule froide, chacun comprenait la menace, l'aide suspendue, les programmes annulés, la pression financière. Mais à Ouagadougou, le message de Traoré dominait les ondes. La dignité ne se négocie pas. Cette phrase, répétée sur les radios locales, devint slogan et serment. Les 48 heures suivantes furent un théâtre d'intensité. Des convois d'agents américains démontaient les installations sous la surveillance silencieuse de soldats burkinabés. Les drones furent désarmés, les serveurs éteints, les hangars vidés. Les témoins racontent le vrombissement d'hélicoptères soulevant caisses et antennes sous le soleil brûlant, comme une scène de retrait symbolique d'un empire. Et chaque minute semblait effacer un fragment de dépendance accumulée. Mais au-delà du geste spectaculaire, un autre processus s'amorçait, la réécriture de la relation entre le peuple et son État. Les citoyens voyaient que pour la première fois une autorité politique affrontait une puissance mondiale sans détour ni excuse. Les enseignants expliquaient à leurs élèves que la liberté ne s'obtient pas, elle se prouve. Les familles suivaient à la radio le compte à rebours du départ, ressentant que l'histoire s'écrivait en direct. Lorsque les portails de la base furent enfin ouverts, un silence lourd recouvrit les clôtures désertes. Les habitants du quartier s'y rendirent en foule, observant l'endroit interdit depuis des années. Ce qu'ils voyaient n'était pas la victoire militaire, mais la preuve visible d'une reconquête morale. Ce soir-là, Ibrahim Traoré apparut à la télévision nationale. Sans emphase, il prononça ces mots. « Nous avons choisi la vérité au lieu de la peur ». L'écran resta noir quelques secondes après son discours, un silence plus fort que les applaudissements. Le Burkina Faso venait d'entrer dans la phase la plus périlleuse de son indépendance retrouvée, la solitude face au monde. Les premiers chiffres sont tombés comme des coups de tonnerre dans un ciel déjà chargé. En 2023, plus de 150 millions de dollars d'aide américaine avaient été injectés dans les coopérations sécuritaires au Sahel, dont près de 40 millions destinés au seul Burkina Faso. Pourtant, à la même période, moins de 15% des zones rurales disposaient d'un accès stable à l'électricité. Ce contraste, simple mais brutal, constituait la première mesure du fossé entre discours et réalité. Ibrahim Traoré, s'appuyant sur ces données, posa la question qui dérange. Comment justifier un tel flux financier sans progrès tangible? Les enquêteurs mandatés découvrirent ensuite 3 anomalies majeures. D'abord, un hausse, et ça pour midi. Un réseau de serveurs contenant des cartes géologiques à haute résolution, détaillant les gisements d'or, d'uranium et de manganèse du pays. Ensuite, des relevés d'écoute
couvrant des milliers de communications quotidiennes, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au Mali et au Niger. Enfin, des transferts budgétaires vers des entités non identifiées, représentant plusieurs millions de dollars sans justification claire. Chaque chiffre ouvrait une plaie nouvelle dans la crédibilité de la coopération étrangère. Les techniciens nationaux, en auditant les bases, confirmèrent que les équipements utilisés dépassaient largement les besoins d'un simple programme de sécurité. Antennes directionnelles, satellites miniaturisés, logiciels de traçage, tout indiquait une capacité d'espionnage continentale. Les rapports furent rendus publics en séance parlementaire, une transparence rare en Afrique de l'Ouest. Et c'est à ce moment-là que Traoré introduisit son raisonnement de bascule. Si la donnée est le nouveau pétrole, alors l'Afrique doit en être propriétaire. Cette phrase devint matrice d'un changement de ton. Les économistes du gouvernement calculèrent que la fuite d'informations stratégiques pouvait représenter une perte indirecte de près de 500 millions de dollars par an en négociations minières défavorables. Autrement dit, chaque serveur étranger coûtait plus qu'il ne rapportait. La logique du partenariat venait de s'effondrer sous le poids des chiffres mêmes qu'elle produisait. À partir de là, le président transforma les preuves en instruments politiques. Les données furent déclassifiées et exposées sur les écrans du Parlement. Images de satellites, journaux de communication, circuits financiers, tout fut montré sans filtre. Cette stratégie, inédite sur le continent, consistait à retourner la lumière contre ceux qui opéraient dans l'ombre. Le résultat fut immédiat. Les citoyens comprirent que la transparence pouvait être une arme. Les médias africains s'en emparèrent, créant un effet domino dans les capitales voisines. Les chiffres n'étaient plus neutres. Ils devenaient arguments, frontières, preuves vivantes d'une indépendance en construction. En choisissant de mesurer publiquement l'ingérence, Ibrahim Traoré transforma le scandale en leçon. Dans les faits, il posa la base d'un nouveau contrat. Aucune sécurité durable n'existe sans contrôle national des données. Dès la publication des preuves, deux visions se sont affrontées, chacune armée de ses arguments. Les partisans du maintien de l'alliance américaine soutenaient qu'aucune nation du Sahel ne pouvait seule faire face aux menaces terroristes régionales. Selon eux, le départ de la CIA risquait d'ouvrir un vide sécuritaire fatal, exposant le pays à de nouvelles attaques. Ils citaient l'exemple du Mali après le retrait français, montée des violences, effondrement des financements. Mieux vaut une dépendance utile qu'une indépendance fragile, disaient-ils. En face, le camp de Ibrahim Traoré répliquait chiffres et faits à l'appui. En 10 ans d'assistance occidentale, les budgets cumulés dépassaient 1,2 milliard de dollars, sans amélioration significative des indicateurs de stabilité. Les provinces les plus militarisées restaient les plus pauvres et les plus instables. Autrement dit, l'externalisation de la sécurité n'avait ni réduit les risques, ni renforcé l'État. Au contraire, elle avait affaibli la souveraineté institutionnelle, transformant le pays en terrain d'expérimentation. Traoré alla plus loin. Il ne nia pas la nécessité d'alliances, mais exigea qu'elle soit transparente, symétrique, africaine. Nous ne refusons pas la coopération, nous refusons la tutelle, déclara-t-il devant l'Assemblée nationale. Son argument central reposait sur un principe. Un État ne peut combattre le terrorisme s'il ne contrôle pas les outils de son propre renseignement. Les observateurs neutres virent là une rupture intellectuelle plus qu'une révolte politique. Le débat ne portait plus sur qui protège le Burkina Faso, mais sur qui définit la protection. La sécurité cessait d'être une marchandise importée, elle redevenait une fonction régalienne. Ce dans un débat approfondi et équilibré, confrontation d'arguments solides, montrait la maturité nouvelle du discours burkinabé. Pour la première fois depuis longtemps, l'indépendance n'était pas défendue par la colère mais par la logique. Et cette logique, soutenue par les faits, posait les bases d'un nouveau langage de puissance. La souveraineté mesurée, prouvée, assumée. 8 mots ont suffi à marquer le tournant. Nous n'avons rien perdu, nous avons repris. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré en plein rassemblement populaire, a redéfini la perception du risque.
Ce qui, la veille encore, semblait une rupture périlleuse devenait soudain un acte de récupération. Les visages dans la foule disaient tout, la peur s'était inversée de direction. Dans les coulisses, les diplomates étrangers s'attendaient à un effondrement rapide. Pourtant, c'est l'inverse qui se produisit. Des coopérations régionales se tissèrent entre Accra, Niamey et Bamako. Des universités africaines proposèrent leur expertise pour auditer les infrastructures cybernumériques. Les chaînes d'isolement prévues se transformèrent en ponts inattendus. Les analystes baptisèrent au ce moment le point d'équilibre Traoré, l'instant où la perte de soutien extérieur produisit un gain de légitimité intérieure. Pour un continent longtemps sommé d'obéir pour survivre, l'image d'un dirigeant préférant le vide à la compromission eut l'effet d'un miroir. Le midpoint n'était plus un sommet narratif, mais une bascule politique. La souveraineté cessait d'être un discours, elle devenait contagieuse. Le lendemain du retrait, le pays entra dans une zone d'incertitude que beaucoup redoutaient mais que peu comprenaient. Les aides furent suspendues, les contrats gelés, les diplomates silencieux. Pourtant, au lieu de la paralysie annoncée, une étrange vitalité se répandit dans les rues d'Ouagadougou. Les citoyens, loin de céder à la peur, commencèrent à réinventer la notion même d'économie nationale. Pour les travailleurs agricoles, ce fut un déclic immédiat. Privés d'importations subventionnées, ils relancèrent des coopératives locales. Les chiffres le montrèrent vite. La production vivrière augmenta de 12% en 6 mois, portée par l'autoconsommation et l'entraide rurale. Les marchés régionaux, autrefois dominés par les produits importés, retrouvèrent leurs étals d'origine. Pour les petites entreprises, le choc fut plus rude. La raréfaction des devises ralentit les importations de pièces détachées et fit grimper les prix. Mais un effet paradoxal apparut, la création de circuits courts. Et de services d'autoravance numériques africains. En moins d'un an, plus de 150 startups locales furent enregistrées, souvent fondées par de jeunes ingénieurs revenus de la diaspora. Ils voyaient dans la contrainte une chance d'inventer autrement. Pour les fonctionnaires et les enseignants, la rupture diplomatique fut d'abord source d'inquiétude. Les budgets d'éducation et de santé, amputés de l'aide étrangère, menaçaient d'être insuffisants. Mais là encore, une réponse interne prit forme. Sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré, le gouvernement lança un fonds d'urgence financé par la réaffectation des contrats miniers révisés. Les salaires furent maintenus, parfois modestement, mais sans interruption, symbole d'un État qui tient. Pour les pays voisins, enfin, le précédent burkinabé résonna comme un tambour. À Niamey, des députés exigèrent un audit complet des bases étrangères. À Bamako, des manifestants défilèrent sous les portraits de Traoré, le surnommant le lion du Sahel. Et à Accra, même les observateurs les plus sceptiques admiraient la cohérence de la posture. L'Afrique se redécouvrait capable d'agir par elle-même. Au plan international, les réactions furent incontrastées. Certains médias occidentaux parlèrent d'aventure nationaliste, d'autres de révolution de dignité. Mais ce qui importait désormais, c'était la perception intérieure. Le peuple avait vu que dire non n'entraîne pas nécessairement la chute. Dans les villages, on racontait l'histoire aux enfants comme une fable moderne. Un pays minuscule avait résisté sans armes. Et dans les rues d'Ouagadougou, chaque drapeau hissé rappelait la même idée, la souveraineté n'est pas un luxe, c'est une preuve. Le gouvernement de Ibrahim Traoré aborde la nouvelle année avec une lucidité stratégique. L'indépendance conquise doit désormais se transformer en stabilité durable. 3 trajectoires se dessinent, l'une prudente, l'autre ambitieuse, la troisième redoutée. D'abord, le premier scénario se dessine, la voie de base, la consolidation. Le Burkina Faso poursuit la rationalisation budgétaire enclenchée, audit des contrats miniers, priorisation des infrastructures locales et diversification des partenariats africains. La croissance reste modérée, autour de 5%, mais l'équilibre social se maintient. Les institutions s'ancrent, la monnaie reste stable et la population voit dans cette lenteur un signe de maturité. C'est le scénario de l'endurance.
celui où la dignité devient routine. Ensuite, un deuxième scénario plus optimiste apparaît. L'optimiste, la bascule régionale. La coopération naissante avec le Ghana, le Mali et le Niger débouche sur un pacte économique sahélien. Les flux commerciaux intra-africains augmentent de 20%, portés par la suppression de certaines taxes frontalières. Les jeunes ingénieurs formés à Ouagadougou deviennent conseillers techniques dans les capitales voisines. La souveraineté cesse d'être un slogan et devient un produit d'exportation politique. L'Afrique francophone découvre un nouveau modèle de leadership incarné par Ibrahim Traoré, où la fierté et la compétence marchent côte à côte. Enfin, un dernier scénario plus incertain se profile. Le pire, la pression et la fatigue. Les sanctions financières s'intensifient, les devises se raréfient, les tensions internes s'accumulent. Les adversaires politiques exploitent en fait les difficultés économiques pour réclamer un retour au partenariat international. Dans ce contexte, la population, épuisée, pourrait céder à la tentation du confort ancien. Mais même ce risque contient une leçon. La liberté se mesure à la capacité d'endurer ses conséquences. Entre ces trois chemins, Traoré ne promet ni miracle ni héroïsme. Il parle d'un réalisme de construction, bâtir sans renier. Si nous résistons 1 an, nous résisterons 10, dit-il souvent. Et cette phrase résonne comme un contrat moral entre un État et son peuple. La souveraineté n'est pas un événement, c'est une endurance collective. L'histoire du Burkina Faso dépasse ses frontières. Elle interroge chaque spectateur, chaque citoyen du continent. Car derrière les mots de Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas seulement d'un bras de fer géopolitique, mais d'une question intime. Qu'est-ce que la dignité vaut pour nous ? Dans les foyers africains, cette question s'invite à table. Un père évoque la fierté de voir un dirigeant refuser l'humiliation. Une mère s'inquiète du prix à payer quand les subventions disparaissent. Un étudiant, casque sur les oreilles, écoute le discours de Traoré et se dit que l'indépendance n'est peut-être pas un mythe, mais un choix à renouveler chaque jour. Cette onde de réflexion touche aussi les diasporas. À Paris, Montréal, Abidjan, les Burkinabés de l'étranger se découvrent un sentiment nouveau. La honte cède la place à l'admiration. Les transferts de fonds augmentent, non par charité mais par conviction. Investir chez nous devient un acte politique. Les jeunes, surtout, se sentent concernés. Ils voient en Traoré non pas un héros infaillible, mais un miroir de leurs contradictions. Vouloir la liberté sans renoncer au confort. Et cette tension les pousse à inventer start-up, médias indépendants, associations locales, tout un tissu renaît du doute. Alors, à vous qui regardez, cette histoire vous appartient. Elle vous demande « Que feriez-vous si votre liberté dépendait d'un nom à prononcer ?» Car au-delà du Burkina Faso, c'est la conscience africaine qui se redresse mot après mot, regard après regard. Après l'onde de choc, Ibrahim Traoré a compris qu'un discours, aussi fort soit-il, ne suffit pas. Il faut une méthode. Le plan de reconstruction nationale repose sur 5 étapes, mais mesurables. Première étape, la récupération des leviers économiques. Les contrats miniers et énergétiques sont renégociés pour garantir au moins 30% de valeur ajoutée locale. Cette réforme seule pourrait rapporter plus de 200 millions de dollars par an, réinjectés dans l'agriculture et l'éducation. Deuxième, la souveraineté numérique. Les serveurs confisqués à la base de la CIA deviennent le cœur d'un centre de données africain public. Objectif, stocker l'information nationale sur le sol national et former 1000 techniciens d'ici 2 ans. Troisième, l'éducation comme bouclier. Un programme baptisé « Apprendre pour se défendre » introduit dans chaque lycée des cours de civisme, de cybersécurité et de géopolitique. Celui qui comprend comment on l'observe sait comment se protéger, répète Traoré. Quatrième, la diplomatie du Sud. Ouagadougou multiplie les alliances avec Accra, Bamako et Abuja. Les projets d'interconnexion ferroviaire et numérique deviennent priorité commune. Le but, transformer l'isolement en maillage régional. Cinquième, la mesure de la dignité. Un indice inédit, IDI Burkina, évalue désormais chaque politique publique selon un critère simple. Augmente-t-elle ou non l'autonomie nationale ?
Cette approche symbolique change tout. Elle inscrit la souveraineté dans les statistiques. Ainsi se dessine la feuille de route d'un pays qui préfère la rigueur au spectacle. Le rêve devient méthode, l'orgueil devient politique. Le vieux bâtiment jadis occupé par la CIA se dresse toujours au cœur de Ouagadougou. Mais ces murs, repeints de blanc, ne cachent plus des antennes. Ils abritent désormais un centre de formation pour la jeunesse africaine. Ibrahim Traoré a voulu que le symbole devienne école. Là où l'on espionnait, on apprend désormais à coder, à débattre, à défendre la souveraineté par la connaissance. Dans l'une des salles, une plaque porte une phrase simple. La liberté se cultive comme la terre. Les enfants qui la lisent ne connaissent pas toujours les détails de l'histoire, mais ils comprennent l'essentiel. Leur pays n'a pas reculé. Les visiteurs étrangers, eux, y voient un paradoxe magnifique. Transformer une forteresse en salle de classe, un lieu de contrôle en lieu de conscience. Ce geste, plus encore que le départ des espions, marque la victoire morale, parce qu'il rappelle une vérité universelle. La dignité ne se mendie pas, elle se transmet. Et quand un peuple apprend cela, aucune sanction ne peut l'enchaîner. L'histoire du Burkina Faso n'est pas un conte figé, c'est une invitation. Ce qui s'est joué à Ouagadougou dépasse les frontières et les drapeaux. Défie les frontières et les drapeaux. Quand Ibrahim Traoré a choisi la vérité plutôt que la peur, il a rappelé que la souveraineté commence par une parole prononcée sans trembler. Aujourd'hui, la question s'adresse à chacun de nous. Qu'allons-nous faire de cette leçon? L'observer à distance comme un fait divers africain ou la considérer comme un signal universel sur la valeur de la liberté? Partager cette histoire, c'est prolonger son souffle. L'analyser, c'est participer à sa construction. Et l'enseigner, c'est préparer ceux qui viendront après nous à ne plus confondre l'aide et la dépendance. Le monde regarde souvent l'Afrique comme un continent qui attend. Mais cette fois, c'est elle qui pose la question au monde. Êtes-vous prêt à écouter quand elle dit non? Alors, gardez cette histoire vivante. Parlez-en, discutez-la, transmettez-la. Car la souveraineté comme la mémoire ne survit qu'en circulant.